En peu de temps, Rick et Morty s'est imposé comme une référence du dessin animé grâce à des personnages emblématiques et un univers de science-fiction totalement délirant. Mais elle a aussi séduit des spectateurs peu familiers du monde de l'animation, puisqu'elle aborde des thématiques qui d'habitude sont réservées aux séries entre guillemets sérieuses. Et après 2 ans d'absence, c'est peu dire que la 3e saison du show de Justin Roiland et Dan Harmon était attendue au tournant. I sure do wish I could have been there to see it happen. Oh, come on. Who wants to watch a mad scientist use handmade sci-fi tools to take out highly trained alien guards when we can sit here and be a family at Shoney's? On va d'abord commencer par jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur en se penchant sur les 2 saisons précédentes. La première avait été pour moi une petite révélation et j'avais été surtout impressionné par la manière dont elle réussissait à imposer son concept et ses délires. Avec des épisodes comme Law Mower Dog, Mythic and Destroy ou encore Raising Gazorpazorp, on sentait qu'on avait déjà affaire à un cartoon pas comme les autres, capable aussi bien d'aller très loin dans l'humour absurde que de proposer des réflexions presque philosophiques. Et dans ce sens, la 2e saison a été brillante. Les personnages gagnaient en épaisseur et les scénarios devenaient de plus en plus denses, questionnant les névroses et les relations humaines sur fond d'aventures cosmiques qui nous rappelaient sans cesse l'infinie vacuité de notre existence. Pour moi, il n'y avait quasiment pas d'épisode faible, car chacun contribuait à sa manière à bâtir la mythologie de Rick et Morty. Certains sont tout de même devenus plus cultes que d'autres, comme Total Recall, Get Swifty ou encore Big Trouble in Little Sanchez, mais pour ma part, j'ai une préférence pour The Ricks Must Be Crazy et surtout le magnifique auto-érotique Assimilation. Pour moi, les enjeux de cette nouvelle saison étaient donc de savoir comment la série allait-elle se renouveler alors qu'elle n'avait déjà plus grand chose à prouver. Mais comme Justin Roiland, Dan Harmon et leur équipe sont du genre taquin et n'aiment pas se reposer sur leur laurier, j'étais assez impatient de voir comment ils allaient se jouer de leurs spectateurs. Ces derniers d'ailleurs étant de plus en plus nombreux et de plus en plus fanatiques. L'épisode 1 n'est pas dépaysant et on retrouve vite les codes de Rick et Morty, à savoir le génie nihiliste de Rick, les mises en abîme, la personnalité pathétique de Jerry ou encore le cynisme implacable de certains rebondissements, comme ce moment où Rick détruit l'ordre intergalactique en dévaluant simplement la monnaie. Destroying the galactic government. Awesome! Are you going to set all their nukes to target each other? Or reprogram their military portals to disintegrate their entire space fleet? Good pitches, kids. I'm almost proud. But watch closely as Grandpa topples an empire by changing a 1 to a 0. Cet épisode, diffusé plusieurs mois avant les autres, avait donc un espèce de goût de mise en bouche, et bien qu'il soit très très cool, il n'apportait pas vraiment de réponse quant à mes interrogations. Mais heureusement, le reste de la saison 3 diffusée cet été par Adult Swim est beaucoup plus riche en informations. Dans sa forme, le cartoon continue de proposer une imagerie trash qui s'intègre dans des histoires toujours plus invraisemblables. Il suffit de s'amuser à résumer un épisode pour se rendre compte que les auteurs n'ont pas vraiment de limites. Essayons par exemple avec l'épisode 9. Celui-ci commence avec Beth qui se remémore son monde imaginaire d'enfance. Rick lui révèle alors que ce dernier existe bel et bien et qu'il l'a lui-même bâti de toutes pièces. Elle décide alors d'y aller pour chercher son ami d'enfance que tout le monde croit mort, dévoré par son père. Et en effet, depuis tout ce temps, celui-ci vit emprisonné dans cet univers parallèle, il y a même développé une nouvelle forme de civilisation où c'est un dieu et où il survit en violant des créatures pour ensuite se nourrir de leur progéniture. Ce qui est génial avec Rick et Morty, c'est que même avec des scénarios pareils, généralement rien n'est totalement gratuit et cette absurdité de façade va servir en fait à raconter des choses hyper intéressantes. Et d'ailleurs, c'est dans ce qu'elle raconte que la saison 3 se démarque de ses aînés, puisque cette fois elle va s'intéresser frontalement à ses personnages. Je m'explique. Avant, Rick, Beth, Summer, Morty ou Jerry n'étaient selon moi que des sortes de marionnettes, entre guillemets, dans lesquelles s'incarnait un discours plus large sur le sens de la vie. Ce background métaphysique est toujours présent dans la saison 3, mais la logique s'inverse car maintenant ce sont ces questions qui servent de prétexte pour nous raconter la personnalité des héros. Cette saison est donc beaucoup plus psychologique et la famille Smith-Sanchez va être passée au peigne fin. Par exemple, Morty va embrasser un peu le cynisme de Rick et devenir lui aussi désabusé. Beth, elle, va se remettre en question suite à son divorce avec Jerry, et Summer va se confronter à son passage à l'âge adulte.
Quant à Rick, il va s'enfoncer dans son espèce de pessimisme éclairé au point de devenir un mégalomane assez imbuvable. Et plus que tout autre, c'est d'ailleurs sa personnalité à lui qui va être le principal sujet de cette saison 3. L'épisode 1, Rick Macing the Stone, les Vindicators et surtout Pickle Rick sont clairement centrés sur Rick, sur ses contradictions, sur son ego et sur son rapport à la famille. Rick, the only connection between your unquestionable intelligence and the sickness destroying your family is that everyone in your family, you included, use intelligence to justify sickness. You seem to alternate between viewing your own mind as an unstoppable force and as an inescapable curse. And I think it's because the only truly unapproachable concept for you is that it's your mind within your control. En fait, un seul épisode va prendre un peu le contre-pied à ce cheminement et revenir dans une logique plus typique de la saison 2, ça va être l'épisode 7, The Ricklantis Mix-Up. Les personnages principaux sont carrément évincés de l'histoire, puisqu'au début de l'épisode, on voit Rick et Morty partir s'amuser dans l'Atlantide. Pendant ce temps-là, on va suivre la vie à l'intérieur de la citadelle des Rick, où de nouvelles élections pourraient bouleverser l'ordre établi. C'est un épisode hyper perturbant et sombre qui, via plusieurs petites histoires, traite aussi bien de la corruption et de la démagogie en politique que de l'aliénation du citoyen. Et au-delà des parodies de Training Day et de Stand By Me qui sont assez stylées, j'ai également adoré l'arc narratif vraiment digne de Philip K. Dick autour de ces fameux gâteaux qui ont comme ingrédient principal l'émotion humaine et qui servent à conditionner la population. He realized long ago that the greatest thing he'd ever create was his daughter. I love Daddy! We captured that moment. We run it on a loop through Simple Rick's mind. And the chemical that makes his brain secrete goes into every Simple Rick Simple Wafers wafer cookie. Come home to the impossible flavor of your own completion. Come home to Simple Rick's. Après cette sorte de pause, la saison va reprendre son train-train avec Morty's Mind Blowers, un épisode plutôt oubliable, encore une fois centré autour des crasses faites par Rick. Mais les 2 derniers épisodes vont être assez malins en nous amenant sur un terrain inattendu où le personnage de Beth va être très important. D'abord, il y a The ABCs of Beth, dont je parlais tout à l'heure, et où Rick plonge Beth dans des questions existentielles en lui donnant la possibilité de se cloner pour pouvoir fuir sa vie actuelle, ce qui va l'amener elle-même à se demander si elle n'est pas un clone. Puis, il y a le dernier épisode où elle se remet avec Jerry de manière très surprenante, choisissant donc de mener une vie rangée plutôt que de suivre les traces de son père. Ce dernier épisode est assez classique et il n'a pas les allures d'un grand final éblouissant, mais dans ce qu'il raconte, il m'a permis de changer assez radicalement la vision que j'avais de cette saison, qui, je peux l'avouer maintenant, était un peu décevante sur certains points. En fait, jusqu'ici, je trouvais qu'avec le fil rouge autour de Rick et sa personnalité, le show cédait un peu trop à la mise en scène de son côté pessimiste et de son côté cynique. Alors c'est quelque chose qui me plaisait pas mal en fait dans les 2 premières saisons, mais parce qu'il était en filigrane et qu'il agissait un peu sur nous comme une sorte d'arrière-goût. Or là, dans cette saison 3, cette facette devient beaucoup trop démonstrative, beaucoup trop lisible, et elle casse pas mal en fait tout l'aspect suggestif de Rick et Morty, qui est une série que j'adore parce qu'en fait elle l'invite à l'interprétation plutôt qu'elle ne l'impose. Et c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas une manière d'être touché ou d'aimer Rick et Morty, mais bien une multitude. Et donc là, au lieu d'être ouverte, je trouve qu'elle s'enferme en fait dans un certain schéma et dans une certaine routine. Le côté démonstratif, je le retrouve par exemple dans des scènes qui ont une certaine complaisance avec la violence gratuite. Bebo led us to water! He's our friend! He won't even feel it. Oh no, no, no! You wanna die, Morty? Get in, Bebo! No, no! Brace for the ice limit! Here it comes! Wait, are we on Vincenulon 9 or Vincenulon 7? Mais c'est aussi parfois des dialogues qui sont inutilement bavards et ampoulés, avec ce côté un peu arnaque intellectuelle où on est submergé par des punchlines déclamées à une vitesse folle, mais qui dans le détail sont en fait assez banales. Quand je dis tout ça, je remets pas en cause la qualité de chaque épisode qui, pris individuellement, sont hyper cool et hyper bien foutus pour la plupart, mais je parle bien de la manière dont Rick et sa personnalité vampirisent l'enjeu global de cette saison avec des ressorts, je trouve, un peu trop faciles, et d'ailleurs c'est d'autant plus dommage que j'avais beaucoup d'affection pour le personnage de Rick.
En fait, je suis arrivé à me demander si la soi-disant intelligence de Rick et Morty, que je reconnaissais moi-même, n'était pas déjà arrivée à ses limites. Et en parlant de ça, pour ceux qui suivent un peu la communauté de Rick et Morty, ou alors tout simplement l'actu de la série sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas raté que cet été, il y a eu pas mal de débats houleux autour des fans de Rick et Morty qui ont été qualifiés assez souvent comme étant la pire communauté du monde, et ce pour diverses raisons, comme cette sombre histoire avec la Szechuan sauce, mais la principale étant qu'ils aimaient un peu trop souligner leur soi-disant intelligence supérieure parce que eux, justement, étaient capables de comprendre tous les niveaux de lecture hyper complexes de chaque épisode. Bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une analyse péremptoire sur Rick et Morty est totalement contre-productif. Sauf qu'en fait, avec la tournure que prenait la saison 3, je commençais un peu à trouver une certaine logique en fait, ces attitudes hautaines qui ne faisaient finalement que suivre la glorification de Rick et de sa pensée toute puissante. Comme on dit en fait, on a un peu les fans qu'on mérite. Where's my Szechuan sauce? I'm Pickle Rick! Wubba lubba dub dub! I'm Pickle Rick! Sauf qu'évidemment, et j'y viens enfin, les auteurs nous avaient préparé un petit quelque chose pour la conclusion, c'est-à-dire un bon gros épisode en forme de doigt d'honneur. Doigt d'honneur dans le sens où tout ce que je viens de dire sur la complaisance dans le cynisme et la fascination excessive pour la personnalité de Rick sont balayés d'un revers de la main en 22 minutes. D'abord, il y a ce combat symbolique entre Rick et le président des États-Unis, sous-entendu les deux personnes les plus orgueilleuses de la planète. Un combat a priori épique, mais qui se résume finalement à une espèce de surenchère interminable entre deux gamins un peu pathétiques. Et par ailleurs, il y a l'intrigue autour de Bess, qui doit choisir de croire ou non qu'elle est un clone et choisir si elle doit partir. Cette dimension du choix est quelque chose qui revient souvent dans cette saison d'ailleurs. Là-dessus, je vous conseille les vidéos de Wisecrack qui parlent précisément de cette question du choix en faisant des ponts assez intéressants avec des philosophes modernes. Et donc le choix ultime formulé par Rick serait le suivant. Pour vivre libéré, il faut choisir d'accepter la fatalité de l'existence et de ne plus se penser comme étant le centre de l'univers, ce qui dans son cas a pour conséquence un comportement très fantasque. Bess va faire ce choix, sauf qu'elle l'interprète comme une solution altruiste en revenant à une vie de famille ordinaire. Tout comme Morty d'ailleurs qui dans ce final lui aussi change radicalement d'attitude et lâche complètement Rick. Si on va plus loin dans l'interprétation, ce qui est dit en fait là c'est que l'important n'est pas le choix en lui-même, mais simplement la possibilité du choix. Et la saison se finit de manière géniale avec un plan sur Rick, énervé, affligé, qui ne comprend pas pourquoi d'un coup sa famille se satisfait de cette vie banale. Maybe you are a clone. It's not like Rick would tell us. Pendant 9 épisodes, Rick a souvent eu le dernier mot et il a toujours pu mettre en avant son mode de vie ainsi que sa philosophie. Sauf que là d'un coup c'est lui qui a le bec cloué car plus rien ne va dans son sens et il n'est plus le centre de l'attention. D'ailleurs, je crois que cet épisode n'a pas été très apprécié et c'est tout à fait compréhensible puisqu'il va à l'exact opposé d'où il était censé aller. Alors c'est peut-être un peu salaud de la part des auteurs d'avoir fait ça, mais ça nous prouve simplement que Rick et Morty est selon moi encore une série sacrément intelligente, capable de nous surprendre, capable de ne pas ménager ses fans et surtout capable de se remettre en question elle-même. Car au fond, si dans cette saison il y avait bien une seule mise en abîme à retenir, ça serait celle de la série sur elle-même. Alors j'ai vu depuis le temps certaines théories passer comme quoi ce ne serait pas l'épisode final et qu'il y allait y avoir une surprise avec un épisode dans les mois à venir. Et ben j'espère que ça va pas être le cas parce que je trouve que la saison 3 ne pouvait pas se finir d'une meilleure manière.